Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, nickel, parce que j'ai des problèmes de micro, donc je pensais que j'étais pas du tout entendue. Vous voyez bien aussi l'écran, tout est bon? Oui. Eh ben nickel, bah du coup on va commencer. Donc aujourd'hui on va traiter des anémies carentielles. Donc le thème des anémies se compose en deux parties. Il y a les anémies carentielles et hémolytiques. Si j'ai décidé de couper en deux, c'est que c'est un énorme item et que je préférais vous faire 4 cas cliniques en tout, deux sur les carentiels, deux sur les hémolytiques pour bien tout voir et que vous compreniez le tout. Donc les anémies hémolytiques, je les ferai sûrement vers le 15 mai, quelque chose comme ça. Donc du coup, les anémies au concours, c'est un seul item. Donc les anémies carentielles et hémolytiques, ça tombe souvent en cas clinique solitaire et ça peut surtout tomber en cas clinique dès qu'il y a un hémogramme qui est présent et qu'on doit le commenter. Du coup, il faut vraiment faire aucune impasse sur cet item et bien le comprendre. Et ça tombe également souvent en QCM et ce sont des points assez faciles à obtenir parce que c'est des questions vraiment de cours assez bateaux. Donc il n'y a pas de piège. Et c'est vraiment un item où il ne faut pas faire d'impasse dessus. En globalité, comment est-ce que vous avez trouvé les cas cliniques pour ceux qui ont préparé la conférence? Facile, dur? Il faut savoir que c'était deux annales. Il y en avait une de 96 et l'autre de 2016. Comme ça vous donne deux idées de ce qui peut tomber le jour du concours et comment ça se présente au niveau des questions. Donc, on va commencer par la correction du cas clinique numéro 1. Donc, comme d'habitude, je vous invite fortement à prendre la parole ou à écrire et surtout à participer du coup. Donc, on va commencer par la méthodologie. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait devant notre sujet le jour J? Donc, on va lire la totalité du sujet et les questions avec un surligneur à la main pour mettre en avant les informations importantes. Donc là, on nous disait une jeune femme, mère de deux enfants, 8 ans et 8 ans et 10 ans, pardon, est porteuse d'un stérilet depuis la fin de sa deuxième grossesse. Elle se plaint d'asthénie et d'essoufflement à l'effort. Elle ne présente aucun signe organique sérieux en dehors d'une mauvaise mine, pâleur dissimulée par le maquillage, chute de cheveux insensible aux traitements cosmétiques habituels. Une cure polyvitaminique de plusieurs semaines, engagée sur recommandation d'une amie, a été inefficace. Donc j'ai mis en rouge tout ce qui se rapportait à la clinique. En gris, ça a été un peu le diagnostic différentiel qu'on pouvait me donner, et en vert, c'était le terrain et l'épidémiologie. Épidémiologie, étiologie. Donc le jour J, n'hésitez pas sur votre copie pour chaque paramètre à mettre rapidement au crayon si c'est diminué, augmenté, normal. Comme ça vous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble pour répondre aux questions. Donc question numéro 1, c'était calculer les constantes érythrocytaires et commenter cet hémogramme. Question numéro 2, quel examen biologique simple, et j'insiste bien sur le simple, permettront de préciser le mécanisme physiopathologique du trouble qu'indique l'hémogramme? Quels sont les mécanismes physiopathologiques possibles des anomalies que vous soupçonnez? Donc ça, c'était la première partie de la question. La deuxième partie, c'était compte tenu de la clinique, quelle est l'origine la plus probable de l'anémie chez cette patiente? Quel traitement médicamenteux sera proposé à la patiente après enquête étiologique? Donc je précisais que dans l'analyse, il précisait normalement le type, la dose, la durée minimale. Il me semble qu'il y avait un dernier paramètre que j'ai enlevé parce qu'il n'y a pas, il n'y avait plus forcément d'intérêt pour le concours à l'heure actuelle. Et quel trouble imputable au traitement la patiente doit-elle être prévenue? Et quels examens biologiques sont nécessaires pour surveiller l'efficacité? Donc, répondre à la question 1 sous forme de tableau avec une légende et calculer tout ce qui est constante érythrocytaire et donner une conclusion. Pour la question 2, il fallait faire attention à ne pas développer la physiopathologie qui était demandée dans la question 3. Ne pas hésiter à répondre sous forme d'un tableau pour la première partie de la question 3 quand il demandait les différents mécanismes physiopathologiques. Alors, il y avait plusieurs façons de présenter la chose. Sur le PDF que je vais vous donner avec la correction détaillée et le barème, j'ai mis deux façons de faire. Après, il y en a une quantité astronomique tant que vous avez les informations qui sont là. Donc l'origine la plus probable dans la question 3 s'apparente un peu à imposer le diagnostic. Donc on va donner des arguments épidémiologiques, étiologiques, chronologiques, clinico-biologiques et donner un diagnostic différentiel. Et le traitement médicamenteux fait référence au traitement curatif. Donc quand on donne un traitement, on donne sa DCI, sa forme,
les voies d'administration, la durée, l'objectif du traitement et le détail de la prise. Par contre, ici, on ne donnera pas les effets indésirables puisqu'ils sont demandés dans la question 5. Donc du coup, question numéro 1, commenter le bilan bio et donner les concentrés érythrocytaires et donner la conclusion. Qui veut se lancer? Faut pas hésiter, hein, je mange personne. Alors, moi, je peux répondre si tu veux. Ouais, Du coup, j'ai monté une érythropénie modérée avec des globules rouges diminués, oui, une anémie sévère ouais, avec, accompagnée d'une baisse de l'hématocrite. oui, Et après, tout ce qui est leucocytes, lymphocytes, PNN, tout ça, il y a tout qui est normal, donc pas de syndrome inflammatoire. oui, Et après, quand j'ai calculé du coup le TCMH, CCMH et VGM, j'ai eu un TCMH à 18 picogrammes, donc diminué, ouais, et un TCMH à 26,9%, donc diminué aussi. Donc ça fait une anémie hypochrome. oui. Et le VGM, il était aussi diminué à 67,5 femtolitres, et du coup, ça fait une anémie microcytaire. En effet. Et le frottis sanguin, qu'est-ce que tu peux en dire? Au niveau de l'hémogramme, ou s'il fallait en parler plus tard dans la question 2. Le frottis sanguin, tu pourras en parler dans la question 1. En question 2, c'était d'autres analyses qu'on te demandait. Donc du coup, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'anisocytose et l'autre terme? Anisocytose, c'est qu'il y a différentes tailles, non, de globules rouges. Et Oui, poikilocytose, c'est plutôt la forme. oui, c'est ça. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment dans des anémies microcytaires ou pas du tout? Oui. Oui, en effet. C'est très typique. Donc du coup, je vous ai remis le tableau. Et pour les anisocystoses, poikilocytoses, c'est caractéristique des microcytaires, mais ça y est aussi dans certains autres, non? Oui, ça peut aussi être retrouvé dans certaines autres types d'anémies, hein. Mais c'est vrai qu'on les retrouve plus fréquemment dans les anémies microcytaires. Ok, merci. Donc le jour du concours, surtout, vous ne plantez pas sur les valeurs usuelles. Ici, on est chez la femme et pas chez l'homme. Pareil, quand vous donnez des interprétations, que c'est une anémie, une érythropénie, ne pas hésiter à quantifier. Est-ce que c'est sévère? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est carrément effondré? Parce que ça peut donner un impact sur le diagnostic et plus ou moins sur les traitements à mettre en place aussi. Pour dire légère, modérée et sévère, c'est quoi déjà les valeurs? À partir de quand on change? Par exemple, une anémie à 70, elle est sévère. Il faut savoir qu'à 70, normalement, on transfuse, pour te Ok. donner un ordre d'idée. Euh, Et genre, elle est légère jusqu'à 100 à peu près? ouais, jusqu'à 100, elle est un peu plus ou moins légère. Et entre 100 et 70, tu es en modéré. Et à 70 et moins, tu es en sévère. Ok, d'accord, merci. Après, c'est une estimation. Il n'y a pas de chiffre exact en mode à partir de tel truc, c'est ça, etc. Mais quand vous voyez, par exemple, des plaquettes à 20, bah, très franchement, c'est une thrombopénie sévère que vous avez, avec urgence vitale. Ok. Il n'y a pas d'interprétation pour la baisse de l'hématocrite. Bah, du coup, non, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de mots-clés à mettre. Donc, du coup, question numéro 2. Quels examens biologiques simples permettront de préciser le mécanisme physiopathologique du trouble qu'indique l'hémogramme? Donc, le trouble qu'indique l'hémogramme, c'est l'anémie. Quels examens vous allez faire pour préciser son mécanisme physiopathologique? Alors oui, le bilan martial, est-ce que tu pourrais préciser un peu plus? Qu'est-ce que je fais en première intention, en deuxième intention? Est-ce que je dose tout d'un coup? Qu'est-ce que je recherche aussi dans le bilan martial? Donc ouais, le dosage de la ferritine en première intention.
En deuxième intention, si par exemple ma ferritine n'est pas interprétable parce que j'ai un syndrome inflammatoire, qu'est-ce que je fais? On fait une association transférine-fer sérique. Oui, et est-ce que tu calcules autre chose avec tout ça? Bah, grâce à ça, on peut calculer le coefficient de saturation de la transférine. Oui, exact. Et est-ce que tu connaîtrais la troisième intention si on ne peut pas utiliser le fer sérique? Ça a été dit, c'est le récepteur RSTF. Ouais, le récepteur soluble à la transférine. Oui, j'avais pas vu qu'Héloïse avait répondu. Mais je crois que c'est plus dans les recommandations, non? Enfin, il me semblait avoir lu ça sur le document de la HAS que tu avais mis sur le draft. Alors, il faut savoir que la mesure du RSTF, c'est vraiment extrêmement rare et c'est dans des cas très très précis. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la troisième intention du bilan martial. Après, ça a un avantage, c'est que c'est complètement indépendant de l'inflammation. Ok, merci. Et donc, du coup, j'ai fait mon bilan martial. Est-ce que j'ai d'autres examens biologiques qui pourront préciser le mécanisme physiopatho? Le bilan inflammatoire, Ouais. Et, la VS et la CRP. ouais. Et ton bilan inflammatoire, il va te permettre de faire quoi? Ou de rechercher quoi? Un syndrome inflammatoire, parce qu'une anémie microcytaire et hypochrome, il me semble que ça peut être lié à un syndrome inflammatoire. Totalement, oui. Et ça te permettra aussi d'interpréter ta ferritine. Parce que si par exemple tu as un syndrome inflammatoire, bah, ta ferritine n'est pas interprétable. Parce qu'elle va souvent être augmentée. Et donc du coup, tu vas dire, ah bah ça va, il n'y a pas de carence martiale, alors qu'en fait, si. Mais c'est pour ça qu'on dose dans ce cas-là le fer sérique, transférine et la CSTS. Donc du coup, alors non, on ne fait pas de bilan d'hémolyse. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de bilan d'hémolyse dans une anémie microcytaire? Parce que c'est une anémie qui est plutôt macrocytaire ou normocytaire. Ouais. Donc le bilan d'hémolyse, ça va être dans les anémies hémolytiques que tu vas l'utiliser. Donc clairement pas dans cette situation. Et pourquoi est-ce que je dose pas les réticulocytes ici? Parce que c'est régénératif et c'est plutôt après pour le suivi du traitement pour voir s'il y a bien la crise réticulocytaire. Non. Alors oui, en effet, c'est bien, les anémies microcytaires sont toutes arégénératives, sauf une, la thalassémie. Mais la thalassémie, enfin, ça va surtout être découvert chez l'enfant. Là, on est chez une personne adulte. En plus de ça, vous n'avez aucune idée de son origine. Souvent, quand il y a une hémoglobinopathie, ils vous disent à côté, oui, alors cette personne vient du Maghreb ou d'une toute autre partie du monde qui est atteinte par la thalassémie. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, ils ne voulaient pas vous emmener là-dessus. Électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, si jamais ton bilan martial inflammatoire revient négatif, là, tu le fais et seulement dans cette condition-là. Et par contre, c'est pas un examen biologique qui est simple à mettre en place. C'est chiant, c'est long et c'est coûteux. Donc, bien faire attention aux terminologies utilisées dans la question. Ça vous oriente beaucoup sur la réponse qu'il faut donner. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Ouais, si jamais on avait fait un tableau avant dans la question, là on refait pareil, on remet les valeurs normales, etc. Alors oui, c'était totalement possible de le faire. Si vous aviez le temps surtout, parce que c'était pas le but premier de la question et je pense pas qu'il l'attendait spécifiquement, mais si vous aviez le temps, c'est des points bonus de récupérer. Oui, voilà, c'est ce que je me demandais parce que je me suis dit c'est hyper long et enfin je l'avais fait parce que moi je m'en fichais, j'avais le temps, mais enfin je me demandais si ça passait de juste dire ferritine augmentée ou diminuée, etc. Oui, ça pouvait totalement passer, hein, sans donner les valeurs usuelles. Ok, d'accord. Souvent, quand ils attendent les valeurs usuelles dans ce type de question, ils vous le mettent dans la question en précisant les valeurs usuelles ou en précisant si ça augmente ou si ça diminue ou les résultats attendus. C'est vraiment précisé dans la question. Là, pour le coup, c'est des questions d'anal que je vous ai sorties, donc c'est vraiment la façon dont c'est tombé le jour du concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les examens à faire? Moi, j'ai une petite question. Si c'était inflammatoire, il y aurait les leucocytes qui seraient pas normaux, non? Oui, en effet, ils auraient pu être augmentés. Alors, je dis ils auraient pu parce que on les voit aussi augmenter dans les syndromes infectieux. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut préciser à chaque fois première intention ferritine, deuxième intention fer plus ferritine et Oui, troisième intention? Il faut dire les intentions? oui, il faut dire les intentions parce que
même à l'hôpital, pour le coup, même en routine, on fait vraiment la ferritine en premier quand le bilan martial est demandé. On ne regarde vraiment pas le reste. À part si le médecin spécifique, il faut vraiment regarder le fer sérique et tout, sinon, c'est pas pris en charge par le Ok. labo. Et si, juste si l'énoncé, c'était une personne âgée, par exemple, qui avait potentiellement une maladie chronique, on fait la ferritine en première intention ou pas? Oui, tu l'as fait quand même en première intention. Et en fait, avec le bilan inflammatoire, tu pourras regarder, savoir si c'est interprétable ou pas. D'accord. Après, dès que tu es sur des pathologies chroniques, surtout le cancer, en fait, on sait que la ferritine est explosée parce qu'il y a une inflammation et en fait, on regarde directement le fer sérique, la transférine et le coefficient de saturation. Ok, merci. Moi, j'avais une question aussi. Oui. Mais du coup, si quand il y a une inflammation, les leucocytes sont augmentés, là, vu qu'ils sont normaux, à quoi ça sert de faire un bilan inflammatoire? Parce qu'il va être normal, non? Oui, il peut être normal, mais tu sais, tu as des fois des inflammations qui sont chroniques où là, les leucocytes peuvent être normaux et la CRP d'ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on regarde souvent quand on mesure CRP, le VS et on regarde aussi le fibrinogène dans le bilan inflammatoire. Comme ça nous permet d'avoir les marqueurs aigus et les marqueurs qui arrivent beaucoup plus tard dans l'inflammation et qui Ok. sont présents sur la durée. Ok, merci. Et non, Athénaïs, il n'y a pas de mot spécifique pour la baisse ou l'augmentation de l'hématocrite. Est-ce que je peux passer à la question suivante? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, du coup, question numéro 3. Quels sont les mécanismes physiopathologiques possibles des anomalies que vous soupçonnez? Du coup, c'est quoi les anomalies que vous pouvez soupçonner ou les étiologies possibles? Ouais, anémie ferriprive et inflammatoire. Et est-ce que quelqu'un connaît la physiopathe de l'anémie ferriprive? Mais du coup, il y a une perte sanguine chronique sur le long terme du stérilet et du coup, il faut refaire des globules rouges. Et c'est mal dit, hein, mais il faut refaire des globules rouges et du coup, on a besoin de fer et du coup, anémie ferriprive. Est-ce que tu la connais un peu plus en détail ou pas? Donc oui, en soi, tu n'as pas tort, hein. Dans globalité, ça donne ça. Donc l'anémie ferriprive, pour commencer, vous avez un épuisement de la réserve en fer. Donc là, typiquement, chez cette patiente, c'était parce qu'elle avait des saignements chroniques dus sûrement à son stérilet, donc saignements gynécologiques. Donc du coup, qui dit épuisement de la réserve en fer, ça veut dire que la ferritine diminue. Ensuite, vous avez une insuffisance de transport du fer aux cellules, donc diminution du fer sérique. Et pour compenser, la transférine va augmenter. Le fer va être insuffisant pour l'érythropoïèse, donc du coup, on va avoir une diminution de la synthèse de l'hémoglobine et une augmentation du récepteur soluble à la transférine. C'est là qu'on va apparaître l'hypochromie et la microcytose. Et on a une substitution progressive des GR normaux par les GR qui ont une hémoglobine pas bonne. Globalement, ça donne ça. Et l'anémie inflammatoire, est-ce que quelqu'un connaît dans les grandes lignes sa physiopathologie? Comment on en arrive à avoir une anémie quand on a une inflammation? Du coup, je peux citer quelques points que je me rappelle. Déjà, il y a la rétention du fer par les macrophages. Ouais. Je sais qu'il y a un problème avec l'érythropoïétine par rapport à des cytokines qui vont être toxiques Oui. lors de l'inflammation. Je crois qu'il y a aussi un hypercatabolisme de la transférine. Et je sais plus. Ouais, mais c'est plus ou moins ça. En fait, on va avoir plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Donc, la diminution de la synthèse de PO rénale. Donc, du coup, on va avoir une diminution des progéniteurs érythroblastiques. On va avoir aussi un raccourcissement de la durée de vie des hématies et une indisponibilité au fer due à la séquestration du fer dans les macrophages, dans les systèmes réticulo-endothéliales.
Donc, du coup, tout ça nous amène à l'anémie inflammatoire. Donc ça, les physiopathologies, c'est assez important que vous les connaissiez parce que là, il y avait une question spécifique dessus. Si la question n'avait pas été posée, il aurait fallu très certainement le mettre dans la question sur quelle était l'étiologie probable. Mettre un petit mot sur la physiopathe de comment est-ce qu'on en arrive à la carence martiale. Donc ça, c'est comme l'épidémiologie. Je sais que certains font l'impasse dessus en se disant que c'est pas important, mais ça rapporte réellement des points le jour du concours, en plus de pouvoir mieux comprendre le cours. Donc comme je disais, il y avait plusieurs possibilités de le faire. Donc ça, c'en a été une, comme on a fait à l'oral, mais il y avait aussi la deuxième, de mettre pour les 3 anémies, les paramètres, comment est-ce qu'ils variaient. Je sais que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté dans la correction du CNG. Donc toutes les réponses sont bonnes le jour du concours, tant que l'explication est là. Et donc, du coup, la deuxième partie de la question, c'était compte tenu de la clinique de la patiente, quelle est l'origine la plus probable de l'anémie? Du coup, moi, j'ai présenté en faisant le terrain, les arguments de terrain, clinique, la biologie. Ouais. Du coup, pour le terrain, je dis que c'était une jeune femme. Donc, ça arrive plus souvent chez les femmes. Qu'elle a eu 2 grossesses rapprochées. Le fait qu'elle ait un stérilet aussi. Oui, je suis d'accord pour le stérilet. Un peu moins pour les grossesses rapprochées. Pourquoi? Est-ce que tu as une Parce idée? que ça date d'il y a un peu longtemps, peut-être. Ouais, voilà, les enfants ont quand même 10 et 8 ans. Si réellement ça avait entraîné une carence martiale, ce sera apparu plus ou moins après la naissance du deuxième enfant. Là, j'ose imaginer et j'ose espérer pour elle que ça fait pas 8 ans qu'elle traîne son anémie. Après, je ne sais pas s'il fallait parler de la cure vitaminique qui était inefficace. Ouais, bon, tu pouvais mettre un mot dans les diagnostics différentiels, par exemple, de ça. Et après, au niveau de la clinique, du coup, on peut noter une asthénie, un essoufflement, une pâleur. Donc ça, c'est des signes de l'anémie. Avec Ouais. le cheveu aussi, qui montrent une fragilité des phanères. Ouais, et ça traduit l'anémie ou ça traduit autre chose? C'est signe d'anémie aussi, enfin, ça on le voit. Alors, Ou on le voit. l'asthénie. Ça, c'est un signe de sidéropénie. Ok. L'anémie, c'est signe clinique, c'est la pâleur cutanée ou muqueuse et tout ce qui est signe fonctionnel d'anoxie, donc asthénie, dyspnée d'effort, tachycardie, céphalée, vertige, souffle au cœur. Les troubles phanaires, c'est les signes cliniques spécifiques de la carence martiale et de la sidéropénie, du coup. Donc ça, par exemple, tu ne les retrouveras pas pour une carence en B9, B12. J'ai pas compris la différence entre un syndrome anémique et la carence martiale. Bah, le syndrome anémique, c'est le... Comment expliquer ça? Parce que du coup, le La syndrome carence martiale est une étiologie de ton syndrome. ouais. Comme la Ok. carence en B9, B12 est une étiologie possible de ton anémie. Le syndrome anémique, ça englobe un peu tout. Oui, mais par exemple, moi j'avais mis les troubles des phanères dans le syndrome anémique. Et du coup, vous m'avez mis que c'était la carence martiale, mais pas le syndrome anémique. Oui, parce que ça traduit vraiment le signe de sidéropénie et D'accord. pas de l'anémie spécifiquement. Le syndrome anémique, ouais, comme dit Florine, c'est vraiment un syndrome de n'importe quelle diminution de l'hémoglobine, donc ça englobe vraiment tout. D'accord, ok, merci. Et moi aussi, j'avais une question en fait. Oui, Euh, pour le tableau, là, pourquoi on met anémie inflammatoire et anémie mixte, vu que d'après les constantes érythrocytaires, on a déjà éliminé l'anémie inflammatoire et l'anémie mixte, du coup. On pourquoi? les Parce que soupçonne plus, du coup. la question est au pluriel. Oui, mais du coup, on les soupçonne plus, puisqu'on les a éliminés grâce à la Pour question. le jour J, le CNG voulait que vous les soupçonniez parce que s'ils mettent des anomalies, c'est qu'ils attendent plusieurs anomalies possibles et pas qu'une seule. Donc ça, Et, faites bien gaffe à l'utilisation du pluriel et du singulier dans les questions. et par exemple, pourquoi on n'aurait pas dit anémie mégaloblastique? Parce que sinon, tu aurais une anémie macrocytaire. Mais là, on est sur une anémie microcytaire dans le bilan bio. Voilà. Mais justement, avec le bilan bio, on a aussi éliminé l'anémie inflammatoire. Tu peux avoir des leucocytes normales dans une inflammation. Ah, d'accord, ok. Ouais.
Ok. Oui, il faut faire attention à ce genre de détails-là. En fait, là, il vous faisait vraiment travailler sur les 3 grandes étiologies des anémies microcytaires, donc la carence martiale, l'inflammation ou la mixte. Ok. On ne parle pas de la thalassémie, du coup. Non, pas du tout. Parce que là, on n'est pas sur un schéma type d'une thalassémie chez cette patiente. Et sinon, en fait, le jour du concours, il vous aurait donné l'origine de là où elle venait. Ou alors, il vous aurait fait travailler, comme c'est déjà tombé, c'est qu'on vous fait le cas clinique sur l'anémie par carence martiale, tout classique. Et en dernière question, on vous fait le traitement. Après le traitement, on a fait cet hémogramme-là à 6 mois. Commentez-le. Pouvez-vous expliquer les anomalies encore visibles? Et dans ce cas-là, ça vous oriente directement sur la thalassémie parce que c'était la dernière option qui restait. Et du coup, oui, Lola, le tableau justifie la physiopathe. En tout cas, c'est ce que eux ont mis dans leur correction. Donc, comme je disais, tu vois un peu comme tu veux. Soit tu veux expliquer avec des termes, etc. Soit tu fais ce magnifique tableau. C'est à toi de voir si jamais la question devait retomber le jour du concours. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, du coup, question numéro 4, quel traitement médicamenteux sera proposé à la patiente après enquête étiologique? On va lui donner du sulféro-péros ainsi que de l'acide ascorbique. Donc tout ça 200 mg sur une durée de 3-6 mois. Oui, et c'est quoi l'objectif? Ici, on va essayer de retrouver la normalisation de la ferritinémie. Oui, et comment je le prends, mon sel? Je le mange à n'importe quelle heure de la journée? Est-ce qu'il y a une préférence? C'est plutôt pendant les repas. Ou plutôt le soir. C'est pas le matin à jeun. Alors, il y a plusieurs propositions. Pourquoi Oui, ça serait pendant les repas? parce que ça va permettre une meilleure tolérance digestive de le prendre pendant les repas, mais ça peut diminuer l'absorption. Ouais, et Et donc du coup, le normalement, on meilleur, est censé le faire comment? je crois que le mieux, c'est le matin à jeun pour que ça soit mieux absorbé. Et si jamais vraiment il y a une mauvaise tolérance digestive, ben, on peut le prendre pendant le petit déjeuner ou pendant les repas, il me semble. Je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Donc à jeun, en dehors du repas, quoi. Pas forcément à jeun, mais au moins en dehors du repas, parce que ça améliore l'efficacité, mais ça augmente par contre les effets indésirables. Est-ce que dans cette question, j'aurais dû mettre les effets indésirables? Non, parce qu'on nous le demande après, non? Parce qu'on Oui. la demande dans la question d'après. Totalement. Et du coup, c'est quoi? C'est 200 mg? J'ai pas entendu. La posologie peut connaître c'est entre 200 et 300 mg par jour à peu près. D'accord. Ça, après, vous embêtez pas avec les posos, elles sont vraiment pas à savoir. Et du coup, on ne disait pas du tout le traitement étiologique, genre retirer le stérilet? Bah si, tu pouvais le mettre. Hein. Ok. Traitement étiologique, retrait du stérilet. Mais du coup, comme dans la question, ils ont demandé la dose. On met quoi? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, tu devais connaître les posos. Ah, Oui, j'ai Ah. oublié d'enlever la ligne. Du coup, la dose, c'est 200 mg, 200 à 300 mg par jour, à diviser entre 1 à 2 prises, ça dépend. Et la durée, du coup, c'est 3-6 mois ou 4-6 mois? Parce que moi, j'avais noté 4-6 mois, mais C'est 3 mois, renouvelable 3 mois si la ferritine est non normalisée. ok, merci. Donc, tu commences par 3 mois de traitement, tu doses ta ferritine à 3 mois. Si elle est bonne, tu arrêtes. Si elle n'est pas bonne, tu continues 3 mois, et ainsi de suite. Si jamais au bout de 6 mois, elle n'est toujours pas bonne, tu réfléchis déjà à chercher d'autres étiologies possibles, et après, tu continues quand même le traitement. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur le traitement de l'anémie curative, de l'anémie ferriprive? Est-ce que quelqu'un du coup pourrait me donner ces effets indésirables des sels ferreux? Bah, du coup, on va avoir des nausées. Le plus important, c'est qu'on va avoir une coloration noire des selles, donc il faut prévenir le patient. Ouais. Aussi en diarrhée, il y a aussi des constipations. Enfin, c'est beaucoup de troubles digestifs qu'on va avoir du coup avec les sels ferreux.
Oui, en effet. Et comme diso, il y a aussi la dyspepsie. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, ce mot? Les brûlures abdominales. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie des mots-clés importants à connaître pour le sel ferreux. Est-ce qu'on disait dans les traitements curatifs qu'on pouvait rajouter avec le sel ferreux de l'acide ascorbique pour augmenter l'absorption du fer? Oui, totalement. Et d'ailleurs, ton acide ascorbique, est-ce que tu l'apportes forcément par un complément alimentaire ou est-ce que tu peux l'apporter autrement? Bah, je suppose, du coup, vu la question, qu'on peut manger des fruits. Oui, c'est ça, Ouais. c'est que tu peux conseiller aux patients, au lieu de manger un autre comprimé, parce qu'il n'existe pas de mémoire d'association des deux, c'est de l'apporter via l'alimentation avec les clémentines, les oranges, les poivrons, enfin tout ce qui est riche en vitamine C, quoi. Dans les effets secondaires, il n'y a pas aussi le noircissement des dents pour les formes liquides? Enfin, je crois qu'il y a une forme qui noircit les dents, mais je ne sais plus laquelle c'est. Ça me dit rien. Après, là, enfin, là, il fallait vraiment ressortir les troubles digestifs, c'est vraiment le plus important et tu le retrouves quel que soit le type de sel utilisé. Ok. Donc, comme dit Anaëlle, il y a le ferrograde, ouais, qui contient la vitamine C dedans, qui peut être donné. Et donc, du coup, dernière question, quels examens je fais pour surveiller l'efficacité de mon traitement? On va doser la ferritine. Tu la doses à combien ta ferritine? Après 3 mois de traitement. Ouais. Et est-ce que tu regardes autre chose? Euh, L'hémoglobine peut-être. Ouais. Et ton hémoglobine, tu la regardes à quelle fréquence? Ça, j'avoue. Je sais pas, je dirais aussi en même temps que la ferritine, peut-être après 3 mois de traitement aussi, non? Alors, en pratique, c'est le cas. Souvent, c'est ce qu'on fait. Normalement, en théorie, tu es censé faire une mesure mensuelle. D'accord. Donc même après 1 mois de traitement, on mesure direct l'hémoglobine. Ouais, parce que c'est ce que ça venait à un complément de réponse qu'on pouvait faire. C'était l'évolution de ton anémie au cours du temps. Donc, sous traitement, tu as d'abord la crise réticulocytaire qui apparaît au bout d'1 à 2 semaines. Mhm. Là, souvent, le patient se sent beaucoup mieux. Il te dit, oh là là, je suis plus fatigué, tout va bien, j'arrête les traitements, mais surtout pas. Parce que ce n'est que le début de la correction. Ton anémie va être corrigée au bout de 1 mois, voire 1 à 3 mois. Donc, c'est pour ça que l'hémoglobine, tu peux commencer à doser dès 1 mois de traitement. Des fois, tu peux avoir une correction qui est déjà faite. Et tu as la restitution des réserves de ferritine qui ne se fait qu'au bout de 3 à 6 mois. Ah, donc c'est d'abord l'anémie et ensuite les réserves, ok. Voilà. Parce que quand on perd, c'est bizarre parce que quand on perd d'abord les réserves. Oui, et après, l'anémie arrive. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir que tes globules rouges ont 120 jours de vie. Donc, le temps qu'ils soient entièrement, enfin, que tous tes globules rouges possèdent une anémie moins bien synthétisée, bah, il te faut quand même déjà 3 mois pour en arriver là. D'accord, ok, merci. Donc, pour le tardiféron, c'est que du fer, hein, de mémoire. C'est 80 mg. Il y a que enfin oui, en effet, je pense qu'il n'y a que le ferrograde qui contient la vitamine C. Mais après, le jour du concours, parce que je sais que je l'ai vu dans certaines copies, vous ne mettez pas le nom des princeps, c'est vraiment la DCI qui est attendue, hein. Donc pas besoin de mettre tardiféron ou ferrograde, vous mettez vraiment sel ferreux, plus acide ascorbique ou vitamine C. J'ai une question pour la surveillance. On n'est pas censé faire surveiller qu'après 10 jours de traitement environ, il y a une crise réticulocytaire et que si elle n'a pas lieu, c'est pas la bonne étiologie et il faut rechercher autre chose. Moi, j'ai pas notion de ça. C'est vrai que nous, à l'hôpital, on s'en fout un peu de la crise réticulocytaire. Mais non, je suis d'accord, en pratique, ça se fait pas, mais il me semblait avoir vu ça sur Vidal Reco ou je sais plus quoi. Bah ça, je vais me le noter parce que je vais me le noter pour garder parce que je dois t'avouer que j'ai pas du tout notion de ça. Même dans mes cours, j'avais vraiment que le fait de regarder ton hémoglobine tous les mois et la ferritine à 3 mois. Ouais, bah pareil, Florine et comme moi, on n'a pas souvenir qu'on la surveille. Je sais que la crise réticulocytaire amène à beaucoup d'inobservance de la part des patients. Parce que comme ils se sentent mieux, ils disent bah c'est bon, j'ai plus besoin.
Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cas clinique en règle générale? Oui, moi je veux bien que tu réexpliques la physiopathe, tu sais, avec la transférine et la ferritine. Tu as dit tout à l'heure que la transférine, elle augmentait pour compenser, mais je n'ai pas trop compris cette partie. Alors, en fait, quand tu as une anémie ferriprive, d'abord, tu as épuisement de tes réserves en fer. Donc, du coup, tu vas voir, c'est là où tu as l'installation de la carence martiale, donc une diminution de ta ferritine. Il y a un transport insuffisant pour amener le fer aux cellules. Donc, comme tu as ton fer sérique qui est aussi diminué, en fait, la transférine va augmenter pour compenser cet apport. Ah d'accord, ah oui, ok. Et comme le fer est réellement insuffisant à l'érythropoïèse, c'est là que tu as une diminution de ta synthèse d'hémoglobine. Et qu'on va par contre augmenter les récepteurs à transférine parce que le corps se dit peut-être qu'on capte peut-être pas assez bien la transférine, donc on augmente le tout. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Bon, pour le cas clinique numéro 2, on recommence avec la méthodologie. Donc, on lit la totalité du sujet le jour J. C'est l'énoncé plus les questions et on surligne, souligne, on fait ce qu'on veut. Bref, on met les informations importantes en valeur. Donc là, Monsieur G, 79 ans, vit seul dans son appartement, au 3e étage, sans ascenseur. Ses voisins s'inquiètent de son état de plus en plus asthénique et de sa forte dyspnée. Ils appellent un médecin qui le fait hospitaliser. Un bilan biologique est pratiqué à l'entrée. Donc pareil, là pour chaque paramètre, ne pas hésiter à mettre rapidement au crayon, augmenter, diminuer, normal, ça donne une vision d'ensemble du cas. Donc sur le frottis, on note la présence de polynucléaires hypersegmentés. Donc même si certaines anomalies sont retrouvées dans beaucoup de types d'anémie ou de pathologies, ne pas le frottis sanguin le jour du concours est censé vous donner un argument supplémentaire vers le type de pathologie vers lequel vous entraînez. Donc c'est pas à mettre de côté non plus. Donc, question 1, c'était analyser les résultats de l'hémogramme en précisant les valeurs usuelles, calculer constance érythrocytaire et quel premier commentaire vous suggère ces résultats. Donc, 1 mg est réalisé, montrant un aspect pouvant évoquer une carence vitaminique. Sur quel argument cytologique s'est appuyé le biologiste pour parvenir à cette conclusion? Question numéro 3. Devant les résultats du milligramme, des dosages de vitamine B12 et folate sont effectués, montrant l'existence d'une carence en vitamine B12. Par ailleurs, l'interrogatoire de M. G révèle dans ses antécédents l'ingestion accidentelle 20 ans auparavant d'un produit ménager toxique ayant conduit à une gastrectomie subtotale. Quelle relation peut être faite entre cet accident et la pathologie carentielle présentée actuellement? Décrire brièvement le mécanisme physiopathologique des anomalies observées sur l'hémogramme et le myélogramme en cas de carence vitamine B12. Et la question numéro 5, c'était quel traitement va être proposé à ce patient? Donc, comme d'habitude, la question numéro 1, on essaye de la faire sous forme de tableau et on marque la conclusion. Donc, on ne part pas sur les arguments clinico-biologiques pour la question 2, parce qu'on demandait vraiment les arguments cytologiques du myélogramme et rien de plus. Ne pas oublier toutes les informations à la question 5 sur le traitement, donc la DCI, la voie d'administration, la durée, et comme là, c'était demandé nulle part, les effets indésirables. Donc du coup, qui veut se lancer sur le commentaire du bilan bio pour donner tout ce qui ne va pas? Je veux bien me lancer. Ouais, vas-y. Alors pour les érythrocytes, on a une érythropénie parce qu'on est en dessous des normes. C'est 4,5, 5,7, on est à 0,89. Ouais. L'hématocrite, on est diminué parce que c'est 42,54, on est à 11%. Oui. L'hémoglobine, on est fortement, enfin du coup une anémie sévère parce que c'est 130-70, il est à 38. Pour les leucocytes, on a une leucopénie parce que c'est norme 4,10 et on est à 2,1.
Pour les plaquettes, on est à 90, c'est aussi diminué, donc c'est une thrombopénie parce qu'on a 150, 450 et lui, il a 90. Pour les réticulocytes, c'est inférieur à 100, donc c'est un régénératif. Pour les polynucléaires neutrophiles, on est diminué, on a une neutropénie parce que les normes, c'est 2, 7,5, on est à 0,62. Pour les zénophiles, on est normal parce qu'il n'y a pas de... Enfin, quand c'est diminué, il n'y a pas de terme. Pour les basophiles, on est... Pour les c'est une éosinopénie. D'accord, parce que nous, on a un prof qui nous disait que ça n'existait pas vraiment des éosipénies, qu'on ne pouvait pas Oui, vraiment... parce que en globalité, on s'en fout un peu, je dois t'avouer. D'accord. Mais ça a un terme, hein. Il y a réellement un mot On peut qui quand même existe le pour. mettre... D'accord. Donc, n'hésite pas à le mettre, parce que si jamais tu as un prof un peu con qui a fait la grille du concours et qui l'a mis pour 1 point sur 60, c'est un peu bête de perdre 1 point pour ça, quoi. D'accord, ok. Pour les basophiles, du coup, on est dans les normes. Les lymphocytes, on a une lymphopénie parce qu'on a 0,36, la norme c'est 1,4. Les monocytes, pareil, on est en monocytopénie parce qu'on est à 0,01, la norme c'est 0,21. Après, on voit aussi qu'il y a du coup une présence de polynucléaires hypersegmentés. Du coup, on peut dire qu'on a une anémie. Enfin, j'ai calculé aussi les VGM, TCMH et CMH. J'ai un VGM à 123, donc c'est macrocytaire. Le TCMH, il a 42, donc c'est aussi augmenté. Et le CCMH, il a 34, donc c'est normal. Du coup, je peux dire que j'ai une anémie macrocytaire normochrome à régénératif avec un tableau de pancytopénie. Et pourquoi tu as un tableau de pancytopénie? Parce que du coup, j'ai les leucos, les thrombos et les monocytes qui sont diminués. Les monocytes? Sûr de toi? Les plaquettes, pardon. Ouais. Donc la pancytopénie, c'est l'atteinte des 3 lignées, donc l'anémie, la leucopénie, enfin la neutropénie et la thrombopénie. Oui. J'ai une question par rapport au A régénératif. Oui. Il me semblait que c'était supérieur ou inférieur à 120 et pas 100. En fait, de toute façon, les valeurs usuelles, c'est 20-80 pour les réticulocytes. Donc là, on a même une réticulopénie. Et elle est vraiment régénérative. Alors après, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Dans les ouvrages, des fois on trouve 100, des fois on trouve 120, des fois 150. Ouais, et du coup, ma question, c'est vu que ça y est pas sur le récap des normes à savoir, on fait comment? On fait 100, 120? Parce que... Bon, de toute façon, je sais pas ce qu'en pensent Florine et Lucas, mais très franchement, quand c'était des anémies régénératives, les réticulocytes étaient vraiment explosés, tu n'avais vraiment pas besoin de te poser la question. Ok, merci. Sinon, je pense que très franchement, si c'est inférieur à 150 et que tu mets un régénératif, je pense pas qu'on te le compte faux. Et comme dit Samy, dans une correction, oui, c'est vrai que dans une correction, ils avaient mis les deux et que les deux étaient acceptés. Ouais, super, merci. Donc, quand il n'y a pas de vrai consensus, il faut savoir que tout est plus ou moins accepté tant que vous n'êtes pas dans l'extrême. Donc, du coup, c'est tout bon. Pour la question numéro 2, un myllogramme du coup est réalisé. Il montre un aspect qui évoque une carence vitaminique. Quels sont les arguments cytologiques sur lesquels le biologiste a pu s'appuyer? On a un signe de dysérythropoïèse parce qu'on dit que dans le frottis qu'on a une fragmentation des polynucléaires. Alors, est-ce que c'est de la dysérythropoïèse ou de la dysgranulopoïèse? Ouais, c'est de la dysgranulopoïèse du coup. Oui. Après, là, il vous demandait pas spécifiquement par rapport à ce qu'il voyait sur le frottis sanguin. C'était vraiment une question de cours, pour le coup. Donc, il fallait ressortir comment est la moelle dans une carence vitaminique? Elle est bleue, non? Ouais, mais elle est riche, elle est pauvre, la moelle est normale. Je crois qu'elle est riche. Ouais. Et tu sais pourquoi est-ce que la moelle a cet aspect bleu? Parce qu'il y a beaucoup de cellules jeunes. Et je crois que c'est parce que il y a une histoire de synthèse d'ADN du noyau des érythrocytes qui se fait pas correctement. Et du coup, on a une hyperprolifération de cellules jeunes, je crois. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ça se résume sur le terme d'hyperplasie de la lignée érythroblastique. D'accord. Donc ça, franchement, c'est le mot-clé à avoir pour le jour du concours si la question devait se reposer, comme dit Amel. Pardon.
Et ma pyramide de maturation, comment est-ce qu'elle est? Elle est touchée, elle n'est pas touchée? Bah, du coup, elle est touchée parce qu'on va avoir un excès de stade jeune et on va avoir aussi un avortement intramédulaire qui sera précoce. Oui. Donc du coup, les signes de désérythropoïèse qu'on peut retrouver sur le myelogramme. Du coup, on va avoir une mégaloblastose Ouais, avec du coup, on va avoir des corps de Howell Joly aussi, oui, un excès de mitose et une multinucléarité. oui, c'est exact. Et du coup, pour les signes de dysgranulopoïèse, en dehors de l'hypersegmentation des PNN, On va avoir, Asynchronisme. non, il n'y a pas d'asynchronisme justement sur la granulopoïèse. on va avoir des métamyélocytes qui vont être géants. Ouais, Et en fait, tout va être, on va vraiment avoir un gigantisme du coup cellulaire. Toutes les cellules vont être grandes. Et on ouais. n'aura pas, enfin, il n'y aura pas d'hypogranulation aussi du coup. Et il n'y aura surtout pas d'asynchronisme nucléocytoplasmique, contrairement à la dysérythropoïèse. Donc, je vous ai mis une image un peu pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler un frottis de moelle, enfin de myélogrammes, quand il y a une carence vitaminique. Donc, c'est très, très spécifique. Pour ceux, si jamais vous avez de la chance de passer en labo bio en 5e année pendant votre externat, et surtout en hématologie, vous en verrez plein. Et je trouve que c'est hyper sympa pour retenir les pathologies plutôt que de les apprendre par cœur. Et dans la question 1, on dit quoi sur l'hypersegmentation? Bon, pour le coup, cette fois-ci, on dit rien du tout. Il n'y a rien de spécifique à marquer dessus. Et non, tu ne mentionnes pas la carence vitaminique pour la question 1 parce que en soi, ils voulaient vraiment t'amener en fait à tirer la conclusion que tu avais une pancytopénie. Et eux-mêmes l'évoquent en fait dès la question 2 que tu as une carence vitaminique, donc pas besoin de perdre du temps en fait. Parce qu'il faut savoir que le jour du concours, 35 minutes, ça file quand même assez vite. Et que là, tu avais des questions qui restaient assez chargées parce qu'ils demandaient beaucoup de physiopathes, etc. Plus la question 2, là, sur le myelogramme, pouvait te prendre un peu de temps de rassembler toutes tes idées et tous les mots-clés qu'il fallait ressortir. Est-ce qu'il y a des questions sur le myelogramme à proprement parler ou pas? Donc, du coup, on va passer à la question numéro 3. Donc, on apprend que Monsieur G a une gastrectomie subtotale. Et quelle relation peut-on faire entre ça et la carence en vitamine B12? Du coup, ça peut provoquer une malabsorption. Alors oui, pourquoi? Il y a un défaut de production du facteur intrinsèque et du coup, ça diminue l'absorption au niveau de l'iléon de la vitamine B12. En effet, et où est-ce qu'il est sécrété le facteur intrinsèque? Enfin, par quel type de cellule? Cellule pariétale. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça entraîne forcément une carence? Elle peut être produite par l'organisme, la vitamine B12? Ah, c'est Non. apport alimentaire, je crois. Ouais, exclusivement de l'apport alimentaire. C'est pour ça que dans le cas d'une gastrectomie, dans tous les cas, tu ne pourras jamais produire la vitamine 12. Et pourquoi est-ce que l'anémie arrive si tard? Parce que quand même, ça fait 20 ans qu'il a eu sa gastrectomie, le monsieur. Ouais, je crois que parce que les réserves en B12, elles sont suffisantes pour 3 à 4 ans. Oui, c'est ça. Donc le temps après que l'anémie s'installe, etc., et qu'il se décide d'être entraîné chez le médecin par ses voisins, il fait que ça a mis 20 ans à être découvert. Ok. Est-ce qu'il y a une absorption aussi un peu passive d'une petite partie de la B12 qui pourrait expliquer le retard aussi? Peut-être, mais très minime, hein. Très franchement, la vitamine B12 est surtout
enfin, le complexe facteur intrinsèque vitamine B12, c'est vraiment ça qui est absorbé au niveau de l'iléon. D'accord. Donc, du coup, la question numéro 4, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient buté dans ceux qui m'avaient envoyé les sujets faits. Il fallait décrire brièvement les mécanismes physiopathologiques des anomalies observées sur l'hémogramme et le myelogramme en cas de carence de vitamine B12. Est-ce que quelqu'un a compris la question? Et s'il l'a compris, est-ce qu'il peut me donner la réponse? J'ai peut-être pas de réponse complète à donner, mais on doit faire le lien entre l'utilisation de la B12 pour la synthèse de l'ADN. Ouais, et les anomalies que tu vas observer plus tard. Donc du coup, est-ce que tu veux te lancer pour commencer et que quelqu'un prenne la suite après? Je peux essayer. Du coup, on sait que la B12, elle permet la synthèse de l'ADN grâce à la réaction avec les méthyltétrahydrofolates. Ouais. Donc du coup, si tu as moins de vitamine B12, qu'est-ce qui va se passer? On a une baisse des synthèses des purines et des pyrimidines indispensables à la synthèse de l'ADN. Ouais. Et du coup, si tu ralentis ta synthèse d'ADN, mais que ta synthèse d'hémoglobine est normale, qu'est-ce que tu vas produire? On a une baisse du nombre de mitoses, mais du coup, il y a toujours assez d'hémoglobine, donc les globules rouges ils se remplissent. Et du coup, on va avoir une concentration d'hémoglobine dans les globules rouges qui est augmentée et une macrocytose. Une concentration d'hémoglobine. On va surtout avoir une macrocytose, mais du coup, en fait, tout ça, enfin, cet ralentissement de la synthèse d'ADN, alors que notre synthèse d'hémoglobine est normale, ça va nous amener à un allongement du cycle cellulaire. Ah, ok. Et si on allonge notre cycle cellulaire, on se retrouve avec les asynchronismes de maturation qu'on retrouve au myelogramme, la mégaloblastose, plus d'autres anomalies comme l'hypersegmentation, etc. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve ça spécifiquement, par exemple, pourquoi est-ce qu'on retrouve spécifiquement une hyperplasie de la lignée érythropoïèse? C'est parce que ça va toucher principalement les tissus à index mitotique très élevé, donc tout ce qui est muqueuse et l'érythropoïèse. Ce qui explique la clinique de ce type d'anémie avec la glossite, etc., plus les anomalies de l'hémogramme et du myelogramme. Oui, excuse-moi, tu peux répéter juste la dernière phrase Euh, avec le mot spécifique qui se réfère à la population des En fait, érythropoïéens. donc tout ce mécanisme va toucher préférentiellement les tissus à index mitotique élevé. Donc, les tissus à index mitotique élevé, c'est tout ce qui va être érythropoïèse. Donc, ça explique l'hyperplasie que tu retrouves au myelogramme. Et ça va toucher aussi la muqueuse qui explique la clinique de l'anémie. Parce que si vous avez appris votre cours, vous savez que il y a une grosse. Enfin, dans la clinique, on retrouve beaucoup de signes digestifs, dont la glossite de Hunter. Est-ce que c'est bon, Athénaïs? Oui, merci, c'était le terme index mitotique élevé que j'avais pas bien entendu. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à l'hyperplasie de la moelle. Du coup, tu as dit que ça touchait tous les tissus à index mitotique élevé, mais puisqu'il y a un ralentissement de la synthèse de l'ADN, pourquoi est-ce qu'il y a une hyperplasie de la moelle? Je comprends pas Parce trop. qu'en fait, tu as un ralentissement de la synthèse d'ADN et un allongement du cycle cellulaire, mais tu as quand même des parties de l'organisme qui se régénèrent extrêmement rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'index mitotique élevé. Et c'est pour ça qu'en fait, tu retrouves cette hyperplasie au niveau de la lignée érythroblastique. C'est parce qu'il y a des anomalies, donc elle essaye, comme ces cellules sont pas normales, elle essaye de produire, et donc du coup, bah, tu arrives à engendrer beaucoup trop de cellules. D'accord, ok, merci. Donc si jamais il n'y a pas de questions, on peut passer au traitement.
Donc, du coup, comment est-ce qu'on traite ce monsieur? On va lui donner de l'hydroxocobalamine. Ouais, alors c'est quoi comme type de traitement? Ça va être du symptomatique, du curatif, du substitutif? C'est pour traiter la carence. Ouais, donc c'est du substitutif. Ouais. Et c'est en intramusculaire. Ouais. Donc on va donner à peu près 1 mg tous les 2 jours pendant 15 jours. Et après, on va lui dire de prendre 1 mg une fois par mois et ce sera un traitement à vie. Alors, je suis d'accord pour le traitement à vie. Est-ce que tu es sûr de toi pour le traitement d'attaque et d'entretien au niveau des mois? J'ai dit entre 15 jours et 1 mois, oui, c'est ça, non? Alors, le traitement d'attaque, c'est bien 1 mg, mais c'est tous les jours pendant 10 jours. En fait, on va injecter 10 ampoules en tout, soit 3 fois par semaine, donc au total, mettre quand même 10 ampoules. D'accord. Et le traitement d'entretien, c'est 1 mg tous les 3 mois. Bien entendu, en parentéral, donc en injection intramusculaire, parce que le monsieur, il a une gastrectomie, donc dans tous les cas, il ne peut pas absorber sa vitamine B12 per os. Et est-ce que quelqu'un connaîtrait un effet indésirable de la cyanocobalamine? Ça va donner des colorations rouges. Ouais, et de l'acné. Bon, bah, du coup, on est arrivé à la fin du deuxième cas clinique. Est-ce que vous avez des questions dessus ou même sur tout ce qu'on a pu voir, les anémies carentielles en règle générale? Est-ce que tu peux juste répéter pour le traitement d'attaque les modalités? J'ai pas tout suivi. Alors, le traitement d'attaque, c'est 1 mg tous les jours pendant 10 jours ou 3 fois par semaine, QSP 10 ampoules. Enfin, tu injectes en tout 10 ampoules. Ok, merci. Moi, j'ai une question. Dans le tutorat de ma ville, on nous a dit qu'il ne fallait pas prendre les doses. Là, pour le coup, ça reste important de savoir ce que tu injectes au moins, parce que sinon, tu peux pas vraiment en parler. Ou alors, tu dis que tu injectes une ampoule pendant 10 jours, si tu ne connais pas la posologie exacte. Ok. Du Et de coup, toute si on- façon, il me semble d'ailleurs qu'en formation, il n'y a que des ampoules de 1 mg de mémoire. Les petites dans les boîtes rouges. C'est 1 mg tous les 3 mois après un traitement d'entretien, à vie. Alors, Lola, c'est ce que je crois que la question a été posée tout à l'heure, c'est ce que je disais. Dans le cas du cas clinique numéro 1, tu aurais pu les donner, mais ce n'était pas expressément demandé. Si par contre ils te disent quels examens va-t-on faire et quels sont les résultats attendus, là très clairement, si tu ne mets pas que par exemple la ferritine va être baissée, tu n'auras pas tous les points. Donc les cas cliniques en fait sont déjà longs à faire. Donc n'hésitez pas le jour du concours à laisser des blancs. Comme ça, si jamais vous avez terminé un peu en avance ou qu'il y a un cas clinique qui vous a posé problème, que vous n'avez pas pu bien faire, bah hop, vous revenez, vous pouvez rajouter des petits points de détail à droite à gauche. Moi, j'ai une question pour le cas numéro 2. On a dit qu'il avait juste une carence en B12, il n'a pas du tout de carence en B9. Non, pas du tout. Ils te disent qu'il a juste la carence en vitamine B12. D'accord, ok. J'ai cru avoir lu ça. Ok, bah, merci. Donc ouais, c'est pour ça que je disais le stabilo pour le jour du concours, le stabilo. Ça permet vraiment de mettre, par exemple, cette information-là en valeur, parce que je sais que certains m'ont mis qu'on supplémentait en folate en plus dans les traitements, alors que bah, il n'y a pas de carence, donc il n'y a pas besoin. Alors la carence de la vitamine B9, c'est exactement la physiopathe de la vitamine B9 est exactement la même que la physiopathe de la vitamine B12.
Dans tous les cas, on touche à la synthèse ADN, ce qui conduit à un ralentissement, ce qui conduit à un allongement du cycle cellulaire, donc à un asynchronisme de maturation. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'insynchronisme dans la granulopoïèse? Ça, c'est une question que je me suis posée, je n'ai jamais spécifiquement trouvé la réponse. Donc je verrai pour la poser à des biologistes si jamais je ne retrouve toujours pas la réponse. Parce qu'en effet, je me suis posée l'an dernier déjà. Donc peut-être que Flora ou Lucas sont plus au point que moi là-dessus. Donc, courant cet été, je referai peut-être une conf d'hématologie globale, mais portant que sur des QCM pour vous entraîner au QCM, parce que c'est vrai que sur mes dernières conférences, j'en ai mis aucun. Comme ça, on pourra s'entraîner un peu plus cet été sur toutes les hématologies au niveau des QCM. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose de compliqué. C'est beaucoup de questions en cours pures et simples, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas vraiment de questions pièges. Donc, du coup, je sais, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir arrêter la conférence ici. Ouais, bah, comme toi, Florine, moi aussi, j'ai appris bêtement par cœur les résultats du méliogramme. Et juste désolée, Oui. j'étais pas là aux précédentes conférences. Est-ce qu'on aura accès à la correction détaillée où vous avez mis la grille de mots-clés, etc. Ou est-ce que... Oui, totalement, je le mets dans le drive. Ok, super, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a en génétique, je l'ai mise aussi dans le drive normalement. Ok, merci beaucoup. Donc, je vous ai mis le lien Facebook du prochain event de la conférence d'épidémiologie. Donc, exceptionnellement, elle se fera le dimanche à 16h et pas le samedi soir. Parce que normalement, c'est pas moi qui aurais dû gérer cette séance-là, c'était quelqu'un, enfin Émiline ou une autre tutrice qui a eu un empêchement. Donc, pareil, pour en épidémiologie, il y aura possibilité, ce sera deux exos qui sont tombés le jour du concours. Il y a possibilité de m'envoyer vos préparations si vous voulez avoir un avis dessus. Et la conf d'épidémio, c'est dans 2 semaines, non? C'est le 28, c'est la semaine prochaine. Je croyais que c'était Parkinson, ok. Oui, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si c'était sur Discord, mais en fait, Émilie, une des tutrices qui devait faire Parkinson, en fait, a eu un empêchement. Donc, du coup, en fait, j'ai récupéré son créneau pour qu'il y ait au moins une conférence la semaine prochaine. Ok, et du coup, la semaine d'après, il y aura Parkinson, c'est ça? La semaine d'après, ça sera stats, parce que du coup, en fait, on est en partiel pour les masters de recherche sur tout le mois d'avril. Donc, du coup, elle fera sa conférence de Parkinson après le 15 mai. Ok. Puis comme ça va permettre de remonter tous les exercices et ce sera pas plus mal en soi de vous faire bosser les exos un peu. Et du coup, les confs, elles continuent cet été? Parce que comme tu as dit, tu faisais des QCM. Oui, on continue les confs et d'ailleurs, on verra pour augmenter la cadence parce que je sais que l'été, vous décrochez beaucoup. Bah, même nous, l'an dernier, on était beaucoup à décrocher. Donc, on verra pour passer à 2 voire 3 confs par semaine. Mais il y aura une conf sous le même format que vous connaissez et les deux autres, ce sera sûrement des annales tirées au sort qu'on corrigera en live. Ah ok, super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, c'est super. De rien. Et puis, si jamais vous avez des questions en cours de route, il ne faut pas hésiter à les poser sur le Discord. De toute façon, pour ceux qui l'ont déjà fait, on répond assez vite. Même si c'est des questions un peu tordues. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et Merci si jamais vous beaucoup. avez besoin d'un soutien moral, sachez, comme dit Florine, qu'on est dispo sur le Discord et en message privé. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message parce qu'on est déjà passé par là. Par moments, ça peut être compliqué. Donc, ça fait du bien des fois d'en parler un peu et de ne pas se sentir seul. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci.